Donc, il est 18h30. On va gentiment commencer. Donc, je me présente. Bonjour tout le monde, c'est Sylvia. On est aujourd'hui en compagnie de David Roussin, qui sera notre intervenant clé pour la conférence. Donc, ce petit projet est un projet pour nous aider à comprendre un tout petit peu mieux comment on peut intervenir lorsqu'on trouve un animal en détresse. Il faut savoir que j'ai envisagé 3 axes clés. L'axe santé, dont notamment David va traiter aujourd'hui, qui sera, si on trouve un animal, quelles sont les choses, les gestes, les réflexions qu'on peut avoir, qui on peut contacter, par exemple aussi. Il y a le deuxième axe qui est l'axe légal, dans lequel j'aimerais qu'on ait des avocats qui puissent intervenir sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et le troisième axe, qui est un troisième axe où les associations vont intervenir pour nous parler de leur quotidien, de leurs défis, de leurs challenges, parce qu'ils sont ceux qui, on va dire, vont mettre en application ces deux éléments, la santé, les interventions et le côté légal. Juste quelques petites règles clés. Je vais mettre aussi un petit message sur le chat. Donc, on va vous demander de rester en muet et sans activer votre webcam le temps que David il puisse présenter. Dans le chat, vous pourrez aussi mettre vos questions. Donc, on aura à peu près 30 minutes d'intervention, de présentation de David, et on se réserve 15 minutes dans lesquelles on essaiera de répondre un maximum à vos questions. Si des questions après sont brûlantes, il y a toujours la page Facebook ou LinkedIn de l'événement où vous pourrez éventuellement les mettre si vraiment c'est très urgent ou critique. On est à votre disposition et on va se lancer. Donc, je vais passer la parole à David. Mais juste avant, juste vous dire que David est dans le monde de la relation homme-animal et notamment dans faire les premiers soins aux animaux depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, on a la chance vraiment aujourd'hui d'accueillir une pointure et une personne qui a créé une formation vraiment certifiée et exprès pour ça. Donc, voilà, je te passe la parole, David. C'est trop gentil, Sylvie. Non, donc bonjour à tout le monde déjà. Donc c'est pas 20 ans que je suis dans cette partie-là, j'aurais bien voulu en fait, parce que j'avoue que c'est vrai que j'ai peut-être perdu un peu de temps à faire autre chose. Non, j'ai 23 ans dans la partie premiers secours pour les humains et j'ai une première partie de vie à l'armée avant de basculer dans les premiers secours pour les animaux. Donc rapidement, hein, donc je m'appelle David Roussin, donc j'ai 48 ans et depuis 6 ans maintenant, on a tout plaqué en famille pour s'occuper de gérer, comme le disait Sylvia, la relation homme-animal totalement en ouverture et surtout en respect autant de l'homme que de l'animal. Et on a défini qu'il fallait mettre en place des formations de premiers secours, tout simplement parce que notre chien, notre chat nous donne tout ce qu'ils ont. Toujours, 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 ils y pensent jamais, mais ils donnent. Et nous, en contrepartie, qu'est-ce qu'on est capable de faire le jour où il y a un problème? Une partie d'entre nous va aller très très vite chez le vétérinaire alors qu'il y aurait peut-être des choses à faire ou des choses à ne pas faire. D'autres, un peu moins alarmistes, vont y aller le lendemain et il aurait peut-être fallu y aller plus tôt. Donc la question se posait de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et pour ça, on s'est rapproché de vétérinaires et on a créé une formation au nom d'Humanimal. Donc Humanimal est le nom de mon organisme de formation qui est aujourd'hui certifié et référencé. On est Datadocké, on est Calliope. Et on a créé une certification de premier secours pour les chiens et pour les chats qui a été reconnue au mois de janvier cette année par le GIPSA, qui est l'organisme certificateur qui dépend des vétérinaires et du ministère de l'Agriculture français. L'idée était de dire qu'on ne doit pas tomber dans une mode du premier secours, mais il faut absolument que chacun d'entre nous, qu'on soit simple propriétaire ou qu'on soit professionnel, on ait exactement la même conduite à tenir, les mêmes gestuels, et tout simplement parce que l'animal mérite qu'on fasse tous la même chose et qu'on n'ait pas de regret ou de remords par rapport à un geste qu'on a effectué. Voilà. Donc ça, c'est une formation qui dure 14 heures, 2 jours pour une certificative. Sinon, on fait des formations, des sensibilisations qui durent une journée. On est présent en Suisse, on a fait un partenariat avec l'ESU, donc l'ESU avec Plière de Gio. Donc on fait des formations maintenant une fois par mois chez vous. Donc l'ESU, c'est l'école des secours d'urgence. Et on est au niveau de Lausanne à l'heure actuelle. Voilà, tout ce que moi j'ai à vous dire. Si c'est à côté de ça, je suis enquêteur maltraitance animale en France. Je suis aussi formateur pour les chiens dits dangereux chez nous et je forme aussi les enfants au niveau petit âge de l'abord de l'animal. Voilà. Donc je vais attaquer donc mon petit déroulé. Donc nous avons décidé avec Sylvia de parler de déjà 2 gros sujets. Le premier des gros sujets, on est en été, va concerner ce qu'on appelle le coup de chaleur. Voilà. Souvent, beaucoup d'entre nous, on a des chats, on a des chiens, on se pose la question de savoir est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, comment ça arrive et qu'est-ce que je dois faire le jour où par mégarde, il m'est arrivé l'accident.
Alors, à savoir que le coup de chaleur arrive très souvent et de plus souvent, il va arriver à un animal euh, qu'on possède ou dont on a la charge, tout simplement parce qu'on a un gros dérèglement climatique à niveau mondial, hein, qui fait qu'on a de plus en plus de chaleur et de moins en moins de façons de l'extraire. Alors, je vais venir déjà dans ma première partie sur le coup de chaleur. Qu'est-ce que le coup de chaleur par rapport à un animal? Alors, il faut savoir que le chien, le chat va être très sensible au coup de chaleur pour une raison très simple, c'est qu'il ne possède pas la même faculté que nous pour thermoréguler sa température interne. Nous, quand on a chaud, on transpire. Le chat et le chien ne transpirent pas ou très peu. Le seul endroit où les chiens et les chats ont des glandes sudoripares, c'est-à-dire celles qui font la transpiration, qui permettent un échange thermique, se situe au niveau de leur coussinet. Voilà. Donc la température normale d'un chien ou d'un chat, on va être entre 38-39, 38,2, 39,2. Et ça, c'est leur température nominale où tout va bien. Très rapidement, on va se rendre compte qu'avec aujourd'hui notre environnement sociétal, la température externe va être beaucoup plus élevée que ça. Alors, il n'y a pas besoin d'arriver à 38-39, hein, il suffirait d'avoir un chien qui fasse un peu d'exercice. Et déjà, avec une température de 25-26 degrés extérieur, ça va commencer à chauffer très fort. Si en plus on a une humidité présente, ça va encore augmenter cette problématique. Donc, l'idée est de se dire qu'il ne faut pas arriver à 38-39 pour se poser la question. Bien avant ça, il aurait fallu, par respect de nos animaux et pas par amour de nos animaux, c'est ce que j'aime à dire, hein, on aime un humain, mais on doit respecter le chien. On ne va pas partout avec son chien ou son chat. Quand il fait chaud, sa place, c'est à l'intérieur. Ça, on va l'aborder dans la prévention. Bref, quand il commence à faire chaud, voilà ce qui se passe. La première action du cerveau de l'animal va être, pour se séparer de cette chaleur, de vasodilater justement les petites glandes sudoripares qu'il a sous ses coussinets. La problématique étant que le chien ou le chat aujourd'hui a les coussinets posés sur le bitume, sur le goudron, dans notre cour, et au final, au lieu de se séparer de température, il va en capter de la température et il va augmenter. En fait, la nature, elle a créé ça pour un chien ou un chat qui marche dans la nature, pas un chat ou un chien qui marcherait sur quelque chose qu'a créé l'homme. Bien, donc ça, c'est le premier moteur, pas de bol, ça ne marche pas. Donc, le deuxième moteur que va avoir l'animal, ça va être d'hyperventiler. On a souvent vu nos animaux, un peu moins souvent les chats, très souvent les chiens, qui commencent à hyperventiler, ils halètent. Donc, le fait d'halèter est un principe qui va favoriser donc la thermorégulation, mais qui va générer d'énormes conséquences. Alors, la première chose, pourquoi le halètement? Alors, la nature a créé le chien avec un museau long, et concrètement, après, l'humain a fait quelques jeux un peu brisards avec la nature, mais je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Et lorsque vous regardez le museau de votre chien, surtout l'intérieur de la gueule de votre chien, au niveau de ce qu'on appelle la mâchoire supérieure, vous avez plein de rides, ce qui fait de la surface de contact. À partir du moment où le chien va hyperventiler, il va y avoir un passage d'air sur la salive, la bave qui est dans la gueule du chien, qui est située sur ce palais. Et cours de physique première année, à partir du moment où on a l'évaporation d'un liquide, on a création de fraîcheur. Sous ce palais, vous avez tout un réseau veineux dans lequel on retrouve du sang. Et à partir du moment où vous avez un halètement, donc vous avez un passage d'air qui rentre et qui ressort, évaporation, fraîcheur, c'est censé refroidir un petit peu le système central. Et l'organe qui est le plus proche, quelque part de la gueule, qui est le cerveau. Bien. Par contre, problématique, aujourd'hui, on va avoir un air qui est très chaud. Et déjà, ça ne va pas faciliter justement ce moteur-là. Et numéro 2, on va créer très rapidement une déshydratation chez nos animaux. Donc, ils vont commencer à se déshydrater, ils vont commencer à perdre l'eau. Et ça, c'est une conséquence du coup de chaleur. La température ne descend toujours pas. Alors, si ça descend, c'est génial. Ça ne descend pas, le cerveau a une autre idée. Et c'est là où, malheureusement, on va se rendre compte, des fois beaucoup trop tard, que le coup de chaleur va avoir des conséquences un peu vitales. Quand il ne peut pas thermoréguler, quand il ne peut pas, par le halètement, enlever la température, le cerveau va commencer à capter de l'eau dans l'organisme. Et à partir du moment où le cerveau va commencer à capter de l'eau pour se mettre en situation de survie, il va commencer à gonfler. Alors, quand un cerveau gonfle, c'est un nom, ça s'appelle un œdème cérébral. Et en fait, on va se rendre compte qu'avec tout ce qui est en train de se passer, eh ben, les symptômes, un des symptômes du coup de chaleur qui va être la perte d'équilibre, l'équilibre étant géré par l'oreille interne, fait qu'à partir du moment où vous avez une compression du cerveau, voire une augmentation de la masse cérébrale, vous allez avoir un chien qui titube. Avant ça, il y aurait eu d'autres symptômes. Mais comme on en était, on n'y fait pas attention. Donc, les autres symptômes qu'on va retrouver chez notre animal qui est en coup de chaleur, donc chat ou chien, ça va être un changement comportemental. Déjà, il est beaucoup plus calme que d'habitude, il y a moins de vigilance, il est très abattu. Ensuite, donc, comme je vous le disais, il va haleter énormément, très fort. On a déjà vu ça aussi sur les chats dans les voitures. Il faut savoir, dans le stress aussi, les animaux halètent. Il va y avoir une hyperventilation, tant qu'ils en ont encore de la salive, des filets de bave qui coulent. Tout le monde a déjà vu un chien en été. Ils vont avoir très soif. Maintenant, s'ils avaient de l'eau à
à leur disposition, ils boiraient en permanence, hein, mais quand ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Et là, la déshydratation, on va voir après dans la deuxième partie de cours comment je vérifie la déshydratation, mais elle va s'installer. Si on regardait la gueule de notre animal, on se rendrait compte qu'à l'intérieur de sa gueule, au niveau des muqueuses, elles sont devenues très rouges, jusqu'à devenir un peu cyanosées bleues. Puis il va commencer de vomir. Alors, attention, tous ces signes ne sont pas obligatoires, hein. Donc il peut vomir ou pas vomir. Encore une fois, pour vomir, il faut qu'il y ait quelque chose à vomir. Et puis c'est là où on va voir le premier signe qui, très concrètement sur le terrain, je le vois avec le recul des quelques années où maintenant je ne fais que ça, les gens à ce moment-là voient qu'il y a un problème. Ils auraient dû percuter beaucoup plus tôt que ça, mais là ils percutent. Et à partir du moment où le chien a commencé à perdre l'équilibre, la suite logique c'est le coma. Et après le coma, on va voir les conséquences qui vont aller derrière. Alors, c'est pour ça que ça, c'est ce qu'on va voir comme symptôme. Mais il faut savoir que la chaleur va faire d'autres choses dans le corps de l'animal. Il faut savoir qu'avec beaucoup de chaleur, on peut aussi avoir une problématique au niveau du sang. La fluidité du sang ne va pas être la même. Et on peut même avoir création de caillots. C'est pour ça que si on voulait réellement respecter ça, il faut comprendre qu'un chien qui n'a pas de museau, qu'un chien qui est de petite taille, là je pense par là au brachycéphale, comme le bulldog français, par exemple, sont des animaux qui sont très très mal équipés par rapport à la chaleur. C'est pour ça qu'il va falloir énormément jouer sur ce qu'on va appeler la prévention du risque. D'accord? Donc, maintenant qu'on connaît les symptômes, la prévention, pour commencer, si on est à une période chaude, on ne promène pas ces chiens la journée. Si on doit promener ces animaux, il faut les promener à partir du moment où il fait encore frais. Donc, ça va être soit très tôt le matin, soit tard le soir. Attention, j'attire votre attention qu'avec une période de canicule, ça sous-entend que l'amplitude thermique entre le jour et la nuit n'est pas réellement présent, ce qui veut dire que même à 2 heures du matin, il peut encore faire très chaud. Ça veut dire qu'il va falloir choisir aussi des environnements de balade qui vont permettre à votre chien, en permanence, soit vous avez une petite rivière où il reste encore un peu d'eau, de pouvoir se baigner de temps en temps, question de pouvoir diffuser un maximum cette chaleur. Et l'idée d'être en sous-bois est aussi une très bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, pour les pattes, le sol est un peu plus frais parce que vous êtes à l'ombre des arbres. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont un parasol au-dessus de la tête quand on est dehors et qu'on a la chance d'avoir un jardin, on sait très bien que la chaleur sous un parasol est étouffante par rapport à l'ombre d'un arbre. Donc déjà, le choix de la balade. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de respect. On ne promène pas un chien parce qu'on a envie de se promener avec. Si on respecte son animal et qu'il fait très chaud, vous devez le laisser à la maison en fermant un maximum les volets, question qu'il y ait de l'ombre à la maison, et vous devez en permanence avoir des gamelles d'eau. Pas une, plusieurs gamelles d'eau, tout simplement parce que s'il la fait tomber le matin à 10 heures, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, mettez de l'eau. Ensuite, ceux qui ont la chance d'avoir une climatisation, c'est bien pour vos animaux. Sinon, un simple ventilateur avec dedans, vous mettez dans votre maison, il faudra avoir une serviette qui est totalement imbibée d'eau. Il faut savoir que, comme l'évaporation crée de la fraîcheur, si vous avez le ventilateur qui va viser un endroit où il y a un peu d'eau, alors faites attention à ce que le chien ou le chat ne puisse pas faire tomber le ventilateur, bien sûr, il y a l'électricité dedans, mais l'évaporation de cette serviette imbibée dans un récipient va créer en permanence de la fraîcheur. Ensuite, ceux qui ont un jardin, il existe des petites piscines qu'on peut mettre dans les jardins, qu'on achète généralement pour les enfants pour mettre un peu de sable. Vous mettez de l'eau dedans, puis à la rigueur, le chien va passer sa journée à être dedans, en prenant bien en cause qu'il ne faut pas que ce soit en plein soleil. Voilà. Bien, ça c'est pour la prévention, déjà. Ensuite, il existe pour les gens parmi vous, ceux qui possédaient des animaux un peu braquis, c'est-à-dire qui n'ont pas trop de museau, il existe aujourd'hui plein d'interfaces. Ce sont des petits manteaux ou des matelas qui sont faits d'une matière qui refroidit. Donc, ne me demandez pas comment c'est fait, j'en sais rien, mais ça existe. À savoir, par contre, qu'il faut absolument choisir de la qualité pour éviter les problèmes. Et là, après, il va falloir apprendre à vos animaux à les porter. On peut aussi apprendre à nos chats à se coucher sur une serviette humide. Voilà, moi, je travaille par exemple avec Hugues Martina de Equilicat, qui est pour moi le maître à penser en termes de comportementalisme chat. Il a fait des tutos pour apprendre à un chat à se coucher sur une serviette mouillée. Donc, à la rigueur, on vous mettra les liens, ceux qui ont des chats, comme ça, vous pourrez regarder comment il fait. Et puis, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est pour la prévention. Ensuite, l'action. À partir du moment où vous avez un coup de chaleur sur votre animal, c'est plus le moment de commencer à crier, à pestiférer, c'est le moment d'intervenir. Déjà, la première chose à faire, quand vous voyez que ça ne va pas bien, qu'on en soit arrivé où qu'on veut dans l'échelle que je vous ai ciblée avant, la priorité, c'est de retirer votre animal de la chaleur. Ensuite, il va falloir éviter de le stresser. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir être calme, parce que si vous-même vous êtes énervé, vous allez stresser l'animal. Une fois que ça c'est fait, il va falloir le mettre à l'ombre et le refroidir. Alors pour le refroidir, rien de mieux que de l'eau. Donc il ne faut pas le mettre dans une piscine, il ne faut pas l'immerger. Il faut le mouiller au maximum et faire descendre la température de l'animal. Pour faire descendre la température de l'animal, le plus simple est de pouvoir avoir, il existe aujourd'hui soit
enfin des bouillottes, mais l'inverse d'une bouillotte, c'est-à-dire des poches à froid instantanées ou des glaçons. Et il faut refroidir un maximum du volume sanguin sans surtout créer de grosses amplitudes thermiques. Je m'explique, si vous mettez du glacé au niveau du ventre de votre chien, le contact du glacé sur le chaud peut créer ce qu'on appelle une électrolyse du sang, ce qui peut créer aussi des cailloux. C'est pour ça qu'il va falloir mettre une grosse serviette en boule sur le ventre de votre chien. Vous mettez par-dessus du froid et ça va diffuser. Ensuite, il faut vous rendre le plus vite possible chez le vétérinaire. Ça ne sert à rien de donner à boire à votre chien, tout simplement parce que comme il hyperventile, il va s'étouffer avec l'eau. Et s'il s'étouffe avec l'eau, au lieu d'en gagner, il va en reperdre. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est mouiller une serviette ou un gant de toilette que vous emmenez avec vous pendant tout voyage pour aller chez le vétérinaire et vous lui faites téter votre gant de toilette. C'est-à-dire vous mouillez le gant de toilette et il tète. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il se déshydrate plus en vomissant. Arrivé chez le vétérinaire, le vétérinaire prendra la suite. Donc lui, il va le mettre sous perfusion. Il va vérifier ce qu'a votre chien, toutes les problématiques qu'on pourra avoir au niveau cérébral, au niveau interne. Et il ne pourra pas vous répondre avant minimum 48 heures, tout simplement parce qu'il peut y avoir des conséquences lorsque l'œdème va se résorber. Et donc, comme il ne peut pas garantir, il doit être obligé, pour être professionnel, et c'est un grand professionnel, nos vétérinaires, c'est leur métier, d'être certain du résultat. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire et savoir sur le coup de chaleur, et c'est déjà beaucoup. Il faut savoir qu'on peut avoir un coup de chaleur en hiver aussi. Pour tous ceux parmi vous qui courez avec vos chiens, on a, quand on est un vrai sportif, et on est tous des vrais sportifs, même si on est amateur, on s'échauffe, on tire un peu dedans en faisant notre footing ou en courant un peu vite, et après on fait un retour au calme. Et bien, le retour au calme est aussi valable pour vos animaux, vos chiens. Si vous mettez votre chien directement dans la voiture et qu'il n'a pas eu le temps de récupérer, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement d'air et le fait qu'il ait eu très chaud peut faire pour monter la température à l'endroit où il peut avoir un coup de chaleur. De la même façon que quand aujourd'hui, nous, on a un vélo et que le chien est devant et tire, je pense par là à ceux qui font un peu, pas du canicross, mais du vélo-cross, enfin, je sais plus, c'est un nom, enfin, bref, qui font du vélo avec leur chien. Il ne faut pas penser, moi, je subis, il faut penser à ce que mon chien, lui, subit. Attention, il ne vous le dira pas. Lui, il peut tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Mais n'attendez pas d'avoir les symptômes majeurs du coup de chaleur pour dire stop, j'arrête. Si vous respectez vos animaux, il n'y a pas de sport canin en été, en soleil. Voilà, ça c'est du respect. Quelle que soit la course, quelle que soit votre envie, l'été, vous laissez vos animaux à la maison. Voilà, Sylvia, pour la première partie sur le coup de chaleur. D'accord? Ouais. J'ai pas ton micro, donc je ne t'entends pas. Je Dis-moi. m'ai mis en mute pour ne pas déranger. Je me permets juste de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Donc, tu nous suggères d'avoir un linge dans la voiture, justement, au cas où. Est-ce que tu nous conseilles également d'avoir une bouteille avec déjà de l'eau au cas où et d'autres choses éventuellement qu'on pourrait avoir dans notre automobile, en fait? Alors, ça va être trop court aujourd'hui pour faire le point sur tout le matériel qu'on devrait posséder. Ça, on pourrait en faire carrément toute une séquence, ça intéresse certains d'entre vous. Pourquoi? Un matériel peut servir à 50 choses. Donc, l'idée, c'est de présenter tout le matériel qu'on pourrait avoir en premier secours et de savoir à quoi il peut nous servir. Le gant de toilette, par exemple, est quelque chose, à mon sens, qui est incontournable dans une trousse de secours. Pourtant, personne ne va y penser. Avec un gant de toilette, on fait tellement de choses. Et derrière, l'eau. Comme on a très peu d'eau, et il faut être réaliste aussi, hein, quand on va se balader, quand on fait un peu de sport, on voyage léger, parce que l'humain n'aime pas trop la contrainte. Alors que si on a un chien, on devrait avoir tous minimum une bouteille pour lui. Mais si on perd déjà la moitié de l'eau en versant par terre, c'est du gâchis. Donc l'idée, il faut avoir de l'eau. Et ce qui est bien pendant nos balades, c'est que l'eau ne sera jamais fraîche, et tant mieux. Le top, c'est d'avoir de l'eau à température interne du corps de l'animal. Donc si on a de l'eau tiède, elle ne générera ni ce qu'on va appeler de vasoconstriction, ni au contraire de vasodilatation, c'est-à-dire elle ne va pas jouer sur la taille des vaisseaux sanguins. Donc quelque part, ça va nous arranger aussi. Donc c'est pour ça. Donc l'eau, oui, l'eau, gants de toilette. Sur le coup de chaleur, c'est ce qu'on aura le plus besoin. Et après, derrière, des bras, parce que quand il va falloir porter son chien dans la voiture, il faudra un peu de bras quand même. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je propose de rentrer tout de suite dans la deuxième partie. Déjà 30 minutes. Ça va aller vite. Alors, la deuxième partie, pour aller un peu plus vite, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qu'on doit faire comme check-up sur un chien ou un chat quand on pense que ça ne va pas bien. Et les bêtises, elles arrivent toujours à 19h30 quand le vétérinaire est fermé à 19h. Nous arrivent toujours quand il fait nuit, nous arrivent toujours. Vous savez, ces fameuses journées, on n'a qu'une envie, c'est se recoucher. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un protocole, un process, pardon, qui nous impose une réflexion et de ne pas tomber dans la panique. La panique n'aidera pas notre animal. Donc ce que je vous propose, c'est de vous le montrer. Moi, j'ai fait un petit PowerPoint qui va montrer ça. J'ai partagé mon écran. Là, ça devrait marcher. Là. Ça match. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, il est bon. Alors, le rôle du primo sauveteur dans tous les cas de figure, on est tous primo sauveteurs. Vous, moi, un professionnel, qui vous soyez. Primo sauveteur, ça veut dire que vous n'êtes pas un secouriste. Un secouriste, c'est un métier.
Et derrière, celui qui sera le secouriste de votre animal, c'est le vétérinaire. D'accord? Donc, lui, c'est la personne vers qui vous devez avoir un maximum de respect. Alors, vous, votre rôle, c'est très simple. À partir du moment où vous avez un problème avec vos animaux, il faut être capable d'observer, de relever des symptômes, mais surtout, avant de les transmettre au vétérinaire, jamais, jamais, jamais il faut extrapoler. Le gros problème à nous en tant qu'humains, c'est que dès qu'on tombe dans la panique, on va même pouvoir inventer des choses juste parce que ça nous fait peur. Donc l'idée, c'est d'être le plus réaliste possible, de prendre une distance émotionnelle. Alors, certains d'entre nous, on y arrive facilement à prendre une distance. Certains autres, c'est un peu compliqué. Plus on les aime, nos bébés d'amour, plus c'est compliqué de prendre une distance. Alors, il faut absolument se forcer ce jour-là à prendre une distance pour bien voir des vrais symptômes. Ensuite, vous allez pouvoir intervenir sur les conséquences. C'est le vétérinaire qui va intervenir sur les causes. Dans tous les cas de figure, vous ne donnez jamais, et je dis bien jamais, aucun médicament à un animal sans avoir un avis vétérinaire. Jamais. Même si ça vous paraît évident, même si la dernière fois ça avait marché, on ne donne pas de médicaments sans avis médical. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas du tout la même problématique qui se passe aujourd'hui dans le corps de votre animal et ça peut générer des conséquences. Et je ne parle même pas d'une conservation de médicaments. D'accord? Ensuite, toujours vous devez mettre l'accent sur ce qu'on appelle la prévention. À temps moins 1, que votre animal commence à avoir déjà quelques problèmes, ça vous permettra d'aller de façon précoce chez le vétérinaire ou de prendre un avis médical. Alors, les avis médicaux, on ne les prend pas sur Facebook. D'accord? Si vous devez prendre un avis médical, j'ai déjà vu, on a tous vu déjà ces photos ou ces gens qui mettent sur Facebook des comptes rendus médicaux de vétérinaires en demandant aux internautes qu'est-ce que tu en penses? Non, on n'a pas demandé à quelqu'un qui n'est pas vétérinaire ce qu'il pense d'un sujet médical. Donc, vous, prévention. Ensuite, documents de santé. Chez vous, vous possédez ça en Suisse. Vous avez ce qu'on appelle un passeport de santé. Alors, le passeport de santé dans lequel vous allez retrouver l'immatriculation de votre chat parce qu'il est identifié. Vous allez retrouver aussi les vaccinations, les vermifuges. Donc ça suit votre animal. D'autant plus si vous voulez passer la frontière, si vous voulez aller dans des expositions, ce sera un document obligatoire. Bien, sachant que ce document, c'est vous qui le mettez à jour. Voilà. Si on va aller plus loin, on va parler 2 secondes donc, de vermifuges et de vaccination. Alors, il faut savoir que nos animaux peuvent avoir, on va les vermifuger parce que dans la nourriture ou dans leur environnement, ils peuvent absorber des larves qui vont faire des vers. Alors, les vers les plus connus intestinaux, vous avez peut-être entendu du ténia, de l'ascaris. Donc, c'est des petites méchancetés de petits vers qu'il va falloir faire fuir le plus vite possible pour pas que ça devienne problématique à votre animal. C'est pour ça qu'on estime qu'il faut vermifuger entre 2 et 4 fois par an. On dit à peu près au changement de saison, à peu près tous les 3 mois, et en faisant attention à la proximité entre le moment où on vermifuge et le moment où on fait les vaccinations. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que très souvent, on prend le vermifuge en passant chez le vétérinaire, et puis il se passe une semaine avant qu'on lui donne le cachet si c'est un cachet. Donc il faut absolument faire attention, c'est que si on doit aller faire une vaccination, il faut prévenir le vétérinaire qu'on l'a vermifugé après. Après, je ne suis pas là pour faire de la pub sur tel ou tel produit qui va être un vermifuge. Est-ce que certains produits naturels le sont? Est-ce qu'ils ne le sont pas des médicaments? Il y a des spécialistes pour ça. Maintenant, on peut se renseigner et puis vous aurez la vraie version. Ensuite, sur la partie des vaccins. Alors, la partie des vaccins, donc c'est un peu plus spécifique. Chez les chiens, les vaccins les plus répandus vont être ceux que je viens d'afficher, c'est-à-dire la rage, la parvo, la leptospirose, la toux du chenil, la leishmaniose, la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, la pyroplasmose, la maladie de Lyme et le tétanos. Ça, c'est les vaccins les plus communément répandus. Alors, j'ai mis un vaccin en rouge qui est la rage, parce que très souvent, le vaccin contre la rage est obligatoire. Chez nous, en France, il est obligatoire pour les chiens dits dangereux d'avoir la vaccination contre la rage. De la même façon, pour ceux d'entre vous qui voyagent à l'étranger, on vous demandera très souvent que la vaccination contre la rage soit effectuée dans votre carnet de santé, votre carnet de suivi de votre animal. Ensuite, chez les chats, les vaccins qu'on va retrouver les plus couramment vont être la rage, le coryza, la leucose, le typhus et la chlamydia. Bien, alors, qu'on soit bien clair sur un truc très simple avec ces vaccins, qu'on soit pro, qu'on soit anti-vaccin, à un moment donné, il va falloir être réaliste. Je prends l'exemple, en ce moment, je prends la maladie de Lyme ou la pyroplasmose. On a des infestations de tiques. Beaucoup de tiques sont vecteurs de maladies très graves qui vont être jusqu'à très souvent mortelles. Et c'est vrai qu'avoir un vaccin et se dire « moi, je ne veux pas », ça peut poser un problème. À savoir que, je prends le cas du chat, la problématique des vaccins, c'est que dedans, vous avez très souvent du sel d'aluminium. À savoir qu'on peut demander à avoir des vaccins qui n'ont pas de sel d'aluminium, ce qui va empêcher certaines problématiques. Maintenant, il faut savoir aussi que tous les vaccins n'ont pas une couverture à 100%. Donc, je vais prendre l'exemple chez le chien de la toux du chenil. On est à peu près 70% de couverture vaccinale. Ça veut dire que même si votre chien est vacciné, il peut... Donc, attention à ça parce qu'à ce moment-là, il peut être asymptomatique du problème. Donc ça, j'attire là-dessus votre attention. Un vaccin ne veut pas dire 100%. Bien. Maintenant, qui vous allez appeler quand vous avez un problème? On va appeler notre vétérinaire, parce que c'est ce qui paraît le plus simple. À partir du moment où on va appeler notre vétérinaire, c'est être le plus proche si on a une urgence.
Commencez pas à faire des centaines de kilomètres avec un animal qui va être pour vous gravement malade. Ensuite, vous avez un centre antipoison. Donc, le centre antipoison, eh ben là, c'est Clini-Pharma, Clini-Tox, qui se situe à Zurich. Donc, vous aurez les liens pour pouvoir vous y rendre directement. C'est un site internet. L'idée étant d'être le plus précis possible quant à l'état de votre animal, à partir du moment où vous allez avoir cet interlocuteur au téléphone. D'accord? Donc, j'avance un peu plus rapidement. On vous posera, si au centre antipoison, des questions sur qu'est-ce qu'il a absorbé, il en a mangé combien et depuis combien de temps il a des symptômes. Alors, encore une fois, dire je ne sais pas fait de vous quelqu'un de crédible. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu qu'il faut absolument donner une réponse. Il suffira de dire je n'ai pas vu, j'en sais rien. Ensuite, si on doit localiser la plaie sur un animal, donc j'ai mis une photo d'un chien égyptien, juste pour mettre 2-3 mots. L'idée, c'est que votre vétérinaire, vous l'aurez au téléphone. Et si on l'a au téléphone, lui ne voit pas, il entend vos mots. Être capable de situer le plus précisément possible une blessure va pouvoir lui permettre à lui de poser un diagnostic. D'accord? Voilà. Donc, un mot qu'on ne connaît pas trop, à part ceux qui sont chiens, le chanfrein, qui est la partie haute du museau, par exemple. Bien, si je rentre un petit peu à l'intérieur, j'ai fait exprès là, parce que je ne suis pas sectaire, j'adore les chats, j'en ai 6. Là, je vous ai mis un chat. Et pour vous localiser quoi? Déjà ici, donc vous avez en jaune ce qu'on appelle la moelle épinière. La moelle épinière sous-entend quoi? C'est que si votre animal est tombé, il ne faut surtout pas qu'il y ait une torsion, une flexion de cette moelle épinière. C'est pour ça qu'il faudra le porter à plat. Ensuite, je vous ai mis l'intérieur pour vous montrer quoi? Qu'on ne prendra jamais un animal en prenant par le ventre, avec une main sous le ventre, parce que là, la ligne bleue qui va s'appeler le diaphragme, qui est un muscle, qui sépare ce qu'il y a sous les côtes et ce qu'il y a dans l'abdomen, vous avez quasiment tous les organes dans l'abdomen. Et le fait de mettre une main sur le ventre de votre animal, vous pouvez ajouter des conséquences à son problème. C'est pour ça qu'on prendra toujours un animal par l'arrière-train et par l'avant des épaules. Voilà. Allez, c'est tout ce qu'on a à savoir pour nous. Je suis désolé, on n'est pas médecin, savoir où sont les reins. Première chose qu'on doit savoir, le comportement. Vous êtes la seule personne à connaître le comportement normal de votre chat ou de votre chien. Un éleveur, un comportementaliste, qui vous voulez, un éthologue, lui connaît dans l'environnement le comportement normal d'un animal, mais dans un environnement pas forcément modifié par l'humain. Nous, à partir du moment où on a la chance de vivre avec un compagnon poilu, on va modifier ce comportement. Et on va se rendre compte que des fois, sur 6 chiens de même race, on aura 6 comportements différents. Mais la seule personne, et j'insiste, la seule personne qui est au courant de ce qui est normal ou pas normal, au départ, c'est vous le propriétaire. Donc quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas bien, vous devez à ce moment-là percuter et relever ce qui ne va pas bien. En cas de doute, vous appelez le vétérinaire. La température, on en a parlé tout à l'heure, la température sur un chat ou un chien, on va se retrouver à 38-39 degrés de température, mais je mets une petite pondération, 1 degré de plus ou de moins peut être la norme. Je prends l'exemple d'un chien qui en était fait du sport. Il est normal que la température du chien soit à 40 degrés parce qu'il a fait du sport. Ensuite, les choses qui font monter la température, ça va être la digestion et ça va être le cycle menstruel pour les femelles. D'accord? Mais ne jamais prendre une température en enlevant l'environnement. Qu'est-ce qui s'est passé la demi-heure avant? Pour être certain. Et la température, on va la prendre au niveau de l'anus. Alors, c'est là où on doit absolument faire ce qu'on appelle du soin coopératif avec nos animaux. Il faut les habituer à prendre la température sans que ça génère chez eux un certain stress. C'est pour ça que vous allez devoir dédramatiser l'acte de prendre une température. Ça vous permettra aussi de savoir où il en est dans votre coup de chaleur dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un thermomètre, et on va le prendre toujours au niveau anal. 38-39 étant la norme. Ensuite, le deuxième test qu'on doit faire, c'est le fameux test d'hydratation dont on a parlé tout à l'heure dans le coup de chaleur. Alors, le test, il est facile à faire sur n'importe quel animal, sauf si vous avez ce qu'on va appeler un charpet. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il faut pincer la peau de l'animal au niveau de l'échine. Et cette peau, une fois que vous l'avez pincée, elle doit revenir instantanément en place. Si elle passe les 2,5 secondes avant de revenir en place et que ça donne un peu un aspect cartonné, là, on vient de franchir les 10% de déshydratation. Et là, le bilan clinique vital est engagé. D'accord? Donc, je prends la peau, je la pince, elle redescend à sa place en moins de 2,5 secondes. D'accord? Je vous ai dit, le charpet, ça ne marche pas parce que ceux qui connaissent le charpet, c'est un tas de plis et c'est un peu compliqué. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est de vérifier les gencives de votre animal. Alors, chat ou chien, les gencives d'un chat ou d'un chien doivent toujours être humides, non sèches, non collantes. À partir du moment où les gencives vont être humides, vont être sèches ou collantes, c'est la déshydratation. J'attire votre attention sur ce qu'on appelle un faux positif. Il est possible que votre chien ou votre chat ait vomi. À ce moment-là, s'il a vomi, les muqueuses, elles ne seront pas sèches. Mais ça, c'est une conséquence du vomi. D'accord? Ensuite, on en arrive à la ventilation. Alors, la ventilation, vous retrouverez sur plein de sites des chiffres. Alors, on va en parler tout de suite de ces chiffres. Première chose, la ventilation de votre animal, il va falloir faire un point sur ce qu'est la norme. Et là, vous allez vérifier à quel rythme il respire quand il dort le soir, tout simplement. Par quel biais? Vous vérifiez déjà que sa ventilation elle est ample et régulière. Et vous allez regarder sa cage thoracique.
comme le fait Paco, là, en mettant la main sur le cage thoracique et vous comptez combien de fois sur une minute ça monte et ça descend, tout simplement. Alors attention au multiplicateur, hein, 15 secondes x 4, 30 secondes x 2. Plus vous rajoutez de multiplicateurs, plus vous augmentez le risque de faire un mauvais chiffre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il ne sert à rien d'apprendre des chiffres par cœur. On estime qu'un chien de taille moyenne respire 20 fois à la minute. On estime aussi, et là je vous parle que de statistiques prises dans des documents officiels, qu'un chat respire environ 40 fois par minute. Bien. Moi, ça me pose un problème, et vous allez vite le comprendre, si je vous dis qu'une baleine à bosse respire une fois toutes les heures et demie, et qu'un hamster respire 120 fois à la minute. C'est que ce n'est pas la race qui fait le rythme ventilatoire, c'est tout simplement le gabarit de l'animal. Entre un chihuahua et un Maine Coon, celui qui respirera le plus vite, c'est le chihuahua, et pourtant c'est un chien. Donc l'idée, c'est n'apprenez pas des chiffres, vérifiez et connaissez le chiffre de votre animal. D'accord? Bien. Ensuite, le rythme cardiaque. On a presque fini là-dessus. Rythme cardiaque, on va venir chercher le rythme cardiaque à un endroit qui s'appelle l'artère fémorale, c'est-à-dire à l'intérieur de la cuisse de votre animal. Donc ça, tout le monde doit pouvoir trouver ce point-là. Alors, c'est une artère, il y en a deux, hein, une à gauche, une à droite. Et l'idée, c'est de venir chercher, donc sur cette cuisse, cette artère, vous allez ressentir le battement cardiaque. D'accord? Si vous avez un chien thorax plat, on pourrait très bien donc, coucher votre chien sur son côté droit, parce que le cœur est à gauche. Vous pliez la patte antérieure, et là où il y a le coude, il y a la zone cardiaque. Et si on est réellement au calme, qu'on n'est pas dans le stress, on pourra sentir le choc directement du cœur. Moi, je vous préconise quand même la vérification fémorale. Quoi qu'il en soit, le rythme cardiaque, on est sur la même particularité que la ventilation. Si je reprends des chiffres, et encore une fois, c'est juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas apprendre des chiffres par cœur, 70, 120 pour un chien, 100, 200 pour un chat, on est la baleine à bosse, on est en dessous de 20, et notre hamster, on est à 350. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, votre animal, son rythme. Maintenant, attention aussi, un chien de 20 kg qui fait du sport et un chien de 20 kg qui ne fait pas de sport, il y aura aussi une pondération. Un animal qui fait du sport d'endurance a un rythme ventilatoire et un rythme cardiaque plus bas dans la norme que celui qui n'en fait pas. Et je ne parle même pas des animaux qui, malheureusement, mangent un petit peu trop et qui commencent à avoir de l'embonpoint. D'accord? Bien, allez, du coup, on en arrive à l'avant-dernière chose à vérifier, c'est la coloration des muqueuses. Alors, la coloration des muqueuses, c'est très simple. Rose, c'est normal. Voilà un exemple de muqueuse rose sur un chien. Maintenant, elle peut être jaune. Et là, on va avoir un problème hépatique, voire des fois des maladies. Un exemple. Ou bien, on peut avoir une muqueuse bleue ou blanche. À partir de ce moment-là, vous aurez aussi des problèmes soit circulatoires, là, ce coup-là, soit des maladies. Vous avez vu, je ne cite pas de maladies. Tout simplement, je ne suis pas vétérinaire. Un exemple sur un chat. Donc, à partir du moment où vous ouvrez la gueule de vos animaux, vous verrez qu'il y a un problème, pas de problème. Donc, pour votre chien, une photo de la gueule de vos animaux, et comme ça, le jour où vous avez un doute, vous comparez la couleur de ce jour-là à la couleur que vous avez dans votre téléphone où il y a déjà 500 000 photos de vos animaux. Allez, on a un symptôme divers, et là j'ai mis pêle-mêle tout ce qui va arriver, qui nous reste, les membranes nictitantes. Là je vous montre par exemple sur Is No Good, qui est un de mes deux mots égyptiens. Là les membranes nictitantes, c'est cette fameuse membrane blanche que vous voyez. Il n'est pas normal de les voir sortir. Il y a certaines races, on les voit un peu plus souvent que d'autres. Maintenant, quand vous voyez les membranes nictitantes sorties, ça peut vous poser, c'est un symptôme encore une fois, que vous allez pouvoir annoncer à votre vétérinaire. Les pupilles. Regardez les pupilles de ce chat, on voit bien. D'un côté, on a ce qu'on appelle une mydriase et une myosis, c'est-à-dire une pupille totalement dilatée, une pupille resserrée. C'est aussi un problème. Alors, ça peut dire plein de trucs, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est cérébral, c'est le cerveau qui est touché. Les tremblements, les odeurs, les selles, les régurgitations. Pensez à aller voir dans la caisse de vos chats s'il y a du caca ou du pipi. D'accord? Et après, on pourra avoir plein de petites choses. Alors, l'idée, et je vais finir avec ça, je ne vais pas vous faire le bilan, c'est de vous dire voilà ce que j'ai fabriqué pour vous et que je vais vous envoyer, qu'on mettra sur le chat. C'est en fait tout ce que je viens de vous dire. J'ai préparé une fiche bilan qui vous permettra de vous entraîner. Regardez, moi je l'ai fait ici, elle est plastifiée. Donc si elle est plastifiée, je me sers d'un stylo. Et en fait, une fois par mois, je check tous mes animaux, ce qui me permet moi d'apprendre à faire ces gestes, tous ces gestes, les uns après les autres, pour moi prendre de l'aisance dans ces gestes. Voilà. Et une fois que j'ai rempli tout ça, j'ai plus qu'à faire quoi? J'ai plus qu'à appeler le vétérinaire. Je tomberai donc sur l'assistant du médecin vétérinaire. Et là, à ce moment-là, j'aurai un bilan qui sera le plus complet possible. Voilà sur ce que je voulais dire, Sylvia. Désolé d'avoir dépassé un peu. Non, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais te demander peut-être effectivement de... Alors, comme ça, on a tous les deux. Et du coup, merci beaucoup. Effectivement, ce sont plein de petits gestes et de choses qu'on peut déjà checker au quotidien et qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je parle pour moi. Ce n'est pas les choses que je check tous les jours, en tout cas.
Et comme tu as dit, on va essayer, enfin, on va mettre, tu as préparé tout un tas de documents qu'on va mettre notamment sur les événements des conférences. Comme ça, ils seront accessibles au plus grand public, même si ils n'étaient pas là en live aujourd'hui. Ouais, comme ça, ils pourront voir la vidéo avec. Exactement. Là, on va juste voir éventuellement au cas où il y aurait des questions. Donc, je vous encourage. On a encore David pendant 15 minutes pour poser des questions. J'ai vu passer Alors, Gorette tout à l'heure. Une exactement. amie à moi qui s'occupe de chats chez nous en France, qui est vraiment la maman de toute la protection animale chat, qui s'occupe entre autres, Alors, on a une de la question. sauce. Après, Si on les devait autres, je ne garder connais deux pas ou trois encore. takeaways, que faut-il retenir? Si on devait garder 2 ou 3 takeaways. Alors, première chose à retenir, un chien n'est pas un humain. Un chat n'est pas un humain. Vous devez absolument vous poser la question, maintenant que vous l'avez, quels sont ses besoins et qu'est-ce qui le fait souffrir et dans quel environnement physiologiquement il est bien. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser dès maintenant. Tout simplement de savoir, voilà, est-ce qu'il est bien à aller se balader? Est-ce qu'il peut boire dans les flaques d'eau? On n'a pas eu le temps d'en parler, mais aujourd'hui, on a des infestations de ce qu'on appelle cyanobactéries, hein. Si on mettait un petit peu moins de phytosanitaire, on en aurait moins, mais ça va tuer soit le foie, soit le cerveau de votre chien. Donc, c'est pour ça que les flaques d'eau, quand vous commencez à avoir une algue qui est un peu bleu-vert, il ne faut surtout pas qu'ils boivent dedans. Il y en a aussi en bord de mer, au passage. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître l'environnement. Qu'est-ce qui est dangereux pour eux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux pour eux. Donc, en fait, vous faire une petite fiche, et ça, vous trouvez ça sur Internet, sur des sites officiels. Donc, évitez encore une fois, j'ai rien contre les réseaux sociaux, mais cherchez réellement de l'information. Soyons critiques de l'information. Chaque animal a ses points faibles et ses forces. Et vous allez voir que même dans vos animaux, vous avez des races. Et il y a aussi des races qui ont des particularités. Voilà, tout à l'heure, je parlais de température. Si je prends le sphinx, c'est-à-dire un chat qui n'a pas de poils, ou le chien nu à crête chinois, ils ont une température interne qui est plus élevée que la norme des autres chiens. Voilà, et ça, il faut le savoir. Il faut savoir que le chartreux ou le chocho ont des muqueuses violettes. Donc ça. Ensuite, observez-les. Observez-les tout simplement pour savoir comment ils vivent, comment ils vous envoient des informations de façon à ce que le jour où il y a un problème, vous soyez capable de mieux voir les choses et de les voir plus rapidement. En troisième point, parce que tu m'as demandé 3 takeaways, je dirais qu'il va falloir que tu t'entraînes avec tes animaux à faire du soin coopératif. En fait, tout ce petit check que je vous ai fait, que je vous ai expliqué rapidement pour vérifier les 7 ou 8 points avant d'appeler un vétérinaire, il va falloir apprendre à vos animaux à accepter que vous lui mettiez un thermomètre, il va falloir accepter de prendre leur ventilation, etc. etc. Parce que aussi au début, c'est une contrainte, hein, ce n'est pas du consentement. Donc vous allez devoir travailler avec des renforçateurs de façon à ce qu'ils bossent pour vous, ils sont récompensés. C'est une Je me sorte de posais petit la... chantage, mais ça marche très très bien. Voilà, en 3 points. Super, merci David. Je me posais la question du coup, justement par rapport à cette fiche, pour en tout cas au niveau des éléments à vérifier. Tu as mentionné tout à l'heure qu'on peut effectivement aussi trouver un chien blessé, enfin, qui pourrait se faire shooter par une voiture ou autre. Est-ce Mm. qu'éventuellement tu nous recommanderais d'avoir cette fiche, peut-être même dans la voiture, qui nous permettrait peut-être de faire un petit point de situation avant d'appeler le vétérinaire ou les secours qui vont venir peut-être chercher l'animal ou avant d'emmener l'animal? Alors, pour être très clair avec cette fiche, elle a même été créée. Alors, au début, elle a été créée pour les problématiques de symptologie. Je ne suis pas bien à la maison, il y a un problème. Mais je vous repartage 2 secondes la fiche. Vous allez voir, il y a un truc important sur cette fiche. Je sais pas, on la revoit la fiche là ou pas? Parce que Pas moi, je ne vois plus encore, mon c'est écran. bon, ouais, on la revoit. Voilà, regardez bien. Gestes effectués, environnement, circonstances, cause probable empoisonnement, comportement d'animal. La partie environnement, ça peut être l'accident en fait. Tout comme la partie des gestes que vous avez effectués. Donc, cette fiche, elle peut vous arriver dans la rue par rapport à une hémorragie, par rapport à un chat ou un chien qui a pu prendre, comme tu disais, un shoot avec un véhicule. Mais là, il y aurait d'autres choses à prendre en compte. Ce serait surtout toute une partie qu'on devrait aborder qui s'appelle la protection. Et dans la protection, c'est savoir intervenir sur un animal qui a été stimulé, qui est soit stressé, soit blessé, qui peut devenir une vraie arme. Mais ça, ce sera un autre sujet. Mais oui, la fiche, elle peut vous servir tout le temps. Et encore une Le fois, fonctionnement n'est pas le nôtre en plus. il Donc, faut que ça devienne une routine. Tous ceux parmi vous qui voient ou qui verront cette vidéo, vous savez comme moi qu'on panique pour tout et n'importe quoi avec nos animaux comme avec nos enfants. Plus vous allez vous habituer dans le drill, dans la répétition de gestes, plus ça entrera dans la routine, plus vous avez une chance d'être bon ce jour-là. Voilà. on a une autre question. Où pouvons-nous nous procurer des poches à froid ou à chaud en cas d'urgence? Alors, les poches à froid ou à chaud. Alors, première chose, évitez certains sites. Vous allez les retrouver pas cher, mais pour du pas cher, vous aurez du pas forcément qualitatif. Les pharmacies.
en ont. Déjà des poches à chaud, des poches à froid. S'ils n'en ont pas, ils peuvent en commander. Ensuite, vous pouvez en commander sur Internet à partir du moment où vous connaissez la référence de ce que vous recherchez. D'accord? Donc, je vais vous préconiser, par exemple, des poches à froid et des poches à chaud. Il existe de très bonnes, par exemple, en Italie, de grands gabarits. Il en existe en Suisse aussi, chez vous, c'est déjà génial, qui sont de grande taille. Et qui dit matériel de grande taille dit plus de durée. Après, sur les équivalents de prix, je vous dirais, là, on regarde qu'en ce moment, on a la chance de travailler avec les forces armées françaises. Tout le matériel avec le Covid a pris un prix totalement presque inacceptable sur Internet. Par exemple, les gants, on n'a pas de gants avant décembre. Et les poches à chaud, les poches à froid en été, elles sont elles aussi en train d'augmenter. Donc, c'est vrai que le matériel, on peut le retrouver donc, sur Internet, sur des sites choisis, chez les vétérinaires, pas trop, quoique, pourquoi pas, à la pharmacie. Mais ce serait mieux de s'équiper de choses froides en été, et de choses chaudes en hiver, un peu comme la mode. Ce sera moins cher. Mais voilà. Sinon, vous me chattez en Messenger ou autre chose, et puis on verra où on peut en trouver ailleurs. Du coup, moi, je profite pour te poser une question sur typiquement, et après, je vois qu'il y en a, non, il n'y a pas d'autres questions. Si on prend le cas effectivement du coup de chaleur et qu'on imagine il y a plein de personnes que je vois qui vont faire leurs courses, ils ont leur chien dans la voiture, et puis c'est juste histoire de 20 minutes, 30 minutes. Tu as très bien expliqué qu'en 20 minutes, on peut tuer son animal. J'imagine que si la personne du coup ne peut pas enclencher la clim, est-ce qu'il est préférable, même s'il fait chaud, de laisser les fenêtres ouvertes? Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est une histoire d'être avec la chaleur enfermée, ou si les fenêtres sont ouvertes, ça peut atténuer l'effet de la chaleur? Ou est-ce qu'il y a des conseils et des précautions vraiment clés à prendre, même si c'est pour une courte durée? Alors, je vais être très franc avec vous pour une courte durée. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui qu'il peut y avoir très chaud, beaucoup de chaleur en février. Il doit pas. Enfin, mon premier conseil va être tout simplement d'éliminer le fait que le chien et la voiture sont en même temps au même endroit. Pourquoi? Parce qu'une voiture blanche, une voiture noire, tu n'auras pas le même effet à l'intérieur. Ensuite, à partir du moment où tu mets la clim, il faut savoir que pour qu'il y ait la clim, dans beaucoup de voitures, il faut que le moteur il tourne. Mais là, on aimerait bien avoir la clim tous, mais ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, ouvrir tes fenêtres va générer un risque aussi de potentiellement quelqu'un qui essaye d'ouvrir ta voiture. On est aussi dans une société un peu bizarroïde. Après, on aimerait tous avoir des Doberman ou des Rottweiler sans muselière dans la voiture. À ce moment-là, tu peux même laisser ouvert avec les clés sur le contact, il n'y aura pas de souci. Non, concrètement, il faut qu'il y ait un brassage d'air. Donc, il faut, si vraiment je n'ai pas le choix, je garde ma voiture à l'ombre et je laisse un peu ouvertes les fenêtres, mais au moins 2 fenêtres pour qu'il y ait une circulation d'air. Mais ça, c'est réellement si je n'ai pas le choix. Voilà. Juste pour la petite anecdote, moi j'avais eu une collègue de travail il y a beaucoup d'années qui, elle, souffrait de bouffées de chaleur, et elle avait accroché à son écran en fait un petit ventilo qui fonctionnait à pile. Donc éventuellement, s'il y en a qui veulent avoir des idées, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait accrocher à la voiture aussi pour générer du brassage d'air potentiellement frais. On a une nouvelle question. Si nous trouvons un chien en détresse dans une voiture fermée, pouvons-nous casser la vitre sans conséquences fâcheuses? Et c'est là on arrive au point bloquant qui, je pense, alors je vais juste commencer de répondre. Je vois le temps qui défile, c'est toi qui dis quand est-ce qu'on arrête. Nous, en France, on a une réglementation qui n'est pas la même que la vôtre. Si je prends, chez vous, vous avez aussi un code pénal, on a un code pénal chez nous, et on a ce qu'on appelle un état de nécessité. D'accord? Et vous avez un état de nécessité licite, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai un peu regardé comment ça fonctionnait. À partir du moment où vous avez une vie en danger, on devrait être capable de faire quelque chose. Mais je ne vais pas m'engager plus loin que ça sans que tu aies eu d'avis d'un avocat suisse. Pourquoi? J'ai la chance d'avoir étudié, on a commencé donc les formations de premier secours en Suisse, côté de Lausanne. J'ai étudié votre LPO, enfin votre loi de protection animale, qui fait une vingtaine de pages, et votre ordonnance, qui en fait à peu près 180. Vous avez 2 documents. Nous, en France, pour la même chose, voilà, ça, c'est le code de l'animal. Et c'est écrit en tout petit. Ça veut dire quoi? On n'a pas du tout, et je ne parle même pas du code pénal, du code rural, la même réglementation. Donc, en fait, aujourd'hui, on va pouvoir lire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je prends exemple en France, c'est pas faux de le trouver. Un policier m'a dit que tu as le droit de casser une voiture. C'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Alors, maintenant, même quand c'est interdit de rouler à plus d'une certaine vitesse sur la route. Si on roule plus vite, on assume. Donc, ce n'est pas parce que c'est interdit qu'on ne va pas assumer d'avoir fait un geste de casser une vitre pour récupérer un chien. Mais on se doit de connaître la réglementation en vigueur, de façon assumée, de façon adulte, les responsabilités de nos actes. Nous, chez nous, il faut avoir absolument prévenu donc, les forces de l'ordre. Derrière, on doit, pour être en état de nécessité, avoir une attestation faite par un spécialiste qui va attester que l'animal est réellement en danger vital, sans compter qu'à partir du moment où il y a un bris de glace
et qu'on est rentré dans un local qui était privé, la voiture, ça génère d'autres conséquences. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça peut y paraître. Je vous mettrai quand même en téléchargement un titre que j'ai fait qui fonctionne par rapport à la France, j'insiste, hein, sur qu'est-ce qu'on peut faire quand un animal est dedans. Maintenant, comme je vous le dis, hein, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, on a commencé avec l'ESU il y a un mois, enfin, on devait commencer avant le Covid, mais on a réellement commencé il y a un mois sur les premiers secours, et j'avoue que petit à petit, je lis un peu votre réglementation, toute la réglementation suisse, mais même s'il y en a beaucoup moins que chez nous, ça, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Mais je pense, et ça, je pense que tu vas l'aborder avec les avocats quand ils seront là, savoir si c'est possible en Suisse de le faire. Je sais qu'en Belgique, ça a été rentré dans la réglementation. Voilà, donc Après, avec les cantons, pour je sais répondre pas. effectivement à la question de Neves, Dores, c'est effectivement, là, je suis en discussion avec des avocats parce que là, on fait ces conférences pour une audience, on va dire francophone, mais francophone, ça Mm. veut dire aussi plusieurs pays. Donc, étant en Suisse et en la France à côté, j'avais envie de faire les deux pays parce qu'effectivement, les législations et les conséquences peuvent être différentes. Mais voilà, c'est encore en discussion, on avance bien, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas de conférence confirmée, hein, une date précise avec un avocat qui pourra nous exposer ces points-là. Mais comme dit David, voilà, c'est en cours, mais nous, personnellement, on ne va pas se mouiller parce qu'on n'est pas connaisseurs et on a vraiment besoin des experts. Bah, c'est surtout qu'il y a un risque, hein. Chez vous, vous êtes un État où il y a des cantons. Chaque canton applique aussi une réglementation locale. Moi, je vois avec la Belgique, c'est la même chose, hein, entre Mm. flamand ou wallon. C'est deux choses différentes, surtout par rapport à la relation animale. Pour la France, c'est calibré. Maintenant, à force d'avoir fouillé, je pense avoir fait le tour de la situation. À chaque fois, moi, je travaille avec des avocats qui ont relu les idées que j'ai vues là-dessus. Donc, je vous mettrai quand même à titre d'exemple, j'ai bien dit à titre d'exemple, ce que l'on peut faire à partir du moment où vous êtes dans l'Hexagone. Mais dès que j'aurai les informations, bah, je les renverrai à toi, Sylvia, et tu en feras passer. Et puis on la mettra. On a encore le temps pour une dernière petite question. Est-ce que si on a qui se sentent motivés, qui ont une question brûlante, c'est le moment. Sinon, moi, je poserai une question de fin, peut-être en attendant à David. Je me posais la question si pendant cette période de Covid, de ton expérience, tu avais remarqué soit une hausse, soit une baisse peut-être des demandes de soins de premier secours, justement par rapport aux chiens et aux chats ou... Alors, le Covid a un double effet. Soit une partie de la population mondiale est passée totalement un peu comme avec le sida, c'est plus grave maintenant. Après tout, c'est une maladie de vieux. On se vaccine plus, on met plus de préservatifs. Là, c'est pareil. On va voir énormément de regroupements de gens qui ont pris compte que le Covid était terminé alors qu'il est bien là. D'ailleurs, on voit partout dans le monde qu'il y a une réaugmentation. La problématique à ce moment-là, c'est de savoir est-ce qu'on tombe dans la paranoïa, la panique, ou est-ce qu'on respecte tout simplement des règles sanitaires qui protègent tout le monde. Moi, j'ai vu en formation de moins en moins de gens venir tout simplement par peur de contracter une maladie en touchant un chien, en étant dans un espace, etc. etc., etc. On peut se murer. On peut se murer. Maintenant, de l'autre côté, à partir du moment où on met ce qu'on appelle les gestes barrières, hein, on peut très bien travailler, faire de la formation avec les gestes barrières. Nous, on travaille toujours. J'ai fait des formations encore, j'étais encore la semaine dernière avec des chiens. C'est-à-dire les gens, ils travaillent sur leurs chiens. Ils ont leur masque. Il faut désensibiliser les chiens à voir leur propriétaire avec des masques. Après, derrière, on travaille avec des gants. Mais de l'autre côté, le simple fait de bouger, que vous ayez un masque ou pas de masque, hein, de brasser de l'air, fait que si ça doit arriver, ça doit arriver. Il faut respecter les gestes barrières, mais il ne faut pas devenir paranoïaque des gestes barrières. Parce que l'accident chez vos chats, il arrivera toujours, l'accident chez vos chiens arrivera toujours. Et là, Gorette pourrait en reparler, parce qu'elle, elle bosse énormément. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore sur toute la partie chats abandonnés. Là, on a énormément de chatons abandonnés suite au Covid. Et c'est vrai qu'on arrive l'été avec déjà les pics d'abandon. Et tout simplement parce que les gens sont détachés des animaux pendant le Covid, voire certains ont carrément repris des animaux pendant le Covid pour aller se balader, par exemple. Et ça a créé plein de problèmes, tout ça. Ça a créé des animaux qui ont vu des humains 24 heures sur 24 à la maison. Ça a créé des gros problèmes sociaux parce qu'après, ils sont partis au travail, les gens. Et ça a généré des problématiques un peu particulières chez le comportement. Super. Alors, juste avant qu'on se quitte, j'avais envie de vous proposer juste de faire un petit questionnaire. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle un polling à l'écran. Je vais demander aux participants qui étaient présents aujourd'hui de juste pouvoir répondre. Ça nous donnera simplement des informations sur comment vous avez entendu parler de cette e-conférence et qu'est-ce que vous nous en avez pensé. L'outil ne nous permet pas d'avoir des questions ouvertes. Donc, si vous avez du retour à nous donner, encore une fois, on a les événements Facebook et LinkedIn qui vont vous permettre à vous de pouvoir peut-être nous apporter du retour. Là, c'est voilà, juste pour pouvoir tirer
un premier petit retour rapidement. Donc, c'est 4 questions. Ça devrait être rempli assez rapidement. Hop, je rebouge ça. Même moi, j'ai le temps de le faire. Même toi, tu as le temps de le faire. Alors, tac. Super. Non, ce qui peut être important aussi, pour ceux que ça intéressait, ce type de conférence, il y en aura d'autres hein, organisées par Sylvia. Faites passer le message autour de vous. C'est vrai que on parle un peu de tous les sujets. C'est une superbe démarche qu'a eu Sylvia, justement d'aborder un peu toutes les problématiques autour de l'animal en cette période un peu chaude où on peut revoir et revoir donc des tutos ou bien des petites vidéos. Il faut vraiment parler de tout. La protection animale, la réglementation, la prévention. Il y a plein de choses à savoir. Et encore merci à Sylvia d'avoir mis en place ce genre de petite conférence. Bon, je vois qu'il n'y a pas malheureusement beaucoup de participation au niveau du petit questionnaire. J'ai eu que 2 petits votes, donc je vais quand même juste l'arrêter là. On ne va pas forcer les gens à L'essai, c'est la leur première avis chose. s'ils n'ont pas envie, effectivement. Super. Et puis, juste vous mentionner que demain, on a une nouvelle e-conférence. Cette fois, ce sera avec une représentante de la protection pour les oiseaux, donc la LPO, qui nous parlera de comment réagir et quels sont les bons gestes à avoir lorsqu'on découvre un animal sauvage en détresse. Et il y en a qui mettent, je ne vois pas le questionnaire. Ah. Alors, il devrait normalement encore être affiché à l'écran. Non, il n'y a plus. Que non. Malheureusement. Tant pis, je le mettrai éventuellement sur LinkedIn et sur Facebook, mais c'était simplement pour savoir comment vous avez entendu parler de cette conférence. Ensuite, est-ce que vous étiez content d'y avoir participé? Donnez-nous notre retour parce que c'est vrai que l'outil nous permet de mettre oui ou non. Donc, si vous n'avez pas été content ou si vous avez été content, c'est toujours positif d'avoir un feedback. Est-ce que vous estimez avoir appris quelque chose? Et là encore, ça nous intéresse de savoir quoi. Et est-ce que vous aimeriez participer à d'autres conférences qui auraient le même format, donc un format qui aurait un peu moins d'une heure? Et si oui, peut-être quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser? Donc voilà, demain, on a la conférence avec LPO et on va aborder le sujet justement des animaux sauvages lorsqu'ils sont en détresse, comment réagir. Et je me réjouis d'avoir cette deuxième conférence qui se prête certainement très intéressante parce qu'on ne l'imagine pas. Mais on a beaucoup plus d'animaux sauvages autour de nous que les gens l'imaginent. Donc voilà, on va arrêter ça. Et puis voilà, je suis David sur Facebook, j'ai vu l'événement. Ah voilà, il y en a qui mettent des commentaires. Merci beaucoup de mettre les commentaires pour ceux qui ne voyaient pas le polling. Pour ma part, c'est tout. Je tenais encore à te remercier, David, de ton enthousiasme et d'avoir répondu présent. Je sais que tu es aussi partant justement pour en faire d'autres si les gens présentent de l'intérêt. Et voilà. Merci à Olivia. On est bien d'accord. Et voilà. Donc encore merci. Et on se retrouve demain pour la deuxième conférence de ce cycle d'e-conférences sur les interventions d'animaux en détresse. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.